Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui porte sur les violences sexuelles, conjugales ou non. Vous pouvez, pour ceux qui le désirent, me contacter au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53 ou par mail pierre-orange.fr, par SMS ou par courrier. Il existe encore des boîtes aux lettres et des timbres. Pour vous rendre à mon cabinet, 8 rue des Écoles, 45 600 Sully-sur-Loire. Vous pourrez vous garer éventuellement sur mon parking et rentrer par le portail blanc. Ne sonnez pas à la sonnette de l'autre porte, c'est le premier étage. Merci. Et j'espère que cette vidéo pourra servir au moins à une personne, même si 100 personnes la regardent, elle aura une utilité. Donc, contrairement au commun des mortels et malheureusement de bien des professionnels censés prendre en charge les victimes, l'agresseur connaît bien l'état de sidération qui paralyse la victime. C'est ce qu'il cherche à obtenir. Ce serait donc peu demander que tout le monde s'informe sur les conséquences et le mécanisme des psychotraumatiques des violences, qui sont parfaitement connus et décrits depuis plus de 30 ans. Que tous les professionnels au contact des victimes soient formés, cela éviterait pour les victimes beaucoup de questions injustifiées, empreintes des pires soupçons. Car le viol, conjugal ou non, crée, avec le choc traumatique, une effraction psychique et balaie toutes les représentations mentales, toutes les certitudes. Le cortex se trouve alors en panne. Il est dans l'incapacité d'analyser la situation, d'y réagir de façon adaptée. La victime est comme pétrifiée, elle ne peut pas crier, ni parler, ni organiser de façon rationnelle sa défense. Pour sidérer une victime, il faut soit la terroriser par la solennité et la brutalité de l'agression, la réduire à l'impuissance par des menaces de mort, par des violences physiques, et par une volonté de destruction inexorable, soit la paralyser par le non-sens, le caractère incongru, incompréhensible, impensable de l'agression, et de sa mise en scène, qui est alors impossible à intégrer, comme dans les situations de viol incestueux et de viol commis par des adultes dans le cadre de leurs fonctions de responsabilité et d'autorité, pour les enfants, pour les adolescents, qui sont encadrés par leurs parents, enseignants, éducateurs, responsables, sportifs, religieux, soignants et autres, dans le cadre de relations de confiance où la sécurité devrait être normalement assurée, comme les amis, les conjoints, les médecins, les kinés, les collègues de travail, les employeurs, policiers et tous les autres. Les violences les plus sidérantes sont celles qui sont les plus folles, celles qui n'ont aucun sens par rapport au contexte, aucun sens par rapport à la victime, par rapport à son histoire, à ce qu'elle a fait ou pas, à ce qu'elle a dit ou pas. Les violences sexuelles en font partie. Ces violences impensables n'ont rien à voir avec la victime. Ce sont des violences qui viennent d'une autre scène, celle de l'agresseur. Ce dernier impose à la victime de jouer de force un rôle dans un scénario inconnu d'elle, incompréhensible, qui n'appartient qu'à l'agresseur, et qu'il met en scène pour son propre compte. Une patiente violée sous la menace d'un couteau par un inconnu entré par effraction dans sa chambre d'hôtel me rapportait qu'au bout de quelques minutes, alors qu'elle commençait à sortir de son état de sidération et cherchait autour d'elle un objet pour tenter d'assommer l'agresseur, celui-ci s'en étant rendu compte, il avait suffi à ce dernier de murmurer « je t'aime » et « tu aimes ça hein ?» pour qu'elle retombe dans son état de sidération. Sidérant. Des expériences effectuées par des scientifiques américains ont permis de mettre en évidence cette paralysie corticale qu'on peut voir
sur une URM, par exemple. Cette sidération recherchée par l'agresseur est à l'origine de tous les troubles psychosomatiques, dont il va pouvoir bénéficier en particulier d'une dissociation et d'une mémoire traumatique. Avec cette sidération, le cortex en panne ne peut pas contrôler la réponse émotionnelle, qui continue de monter en puissance. L'organisme se retrouve rapidement en état de stress extrême avec des sécrétions de plus en plus importantes d'hormones de stress, adrénaline et cortisol, qui deviennent rapidement toxiques pour le système cardiovasculaire et le cerveau et représentent un risque vital pour l'organisme. Pour y échapper, le cerveau va faire disjoncter le circuit responsable du stress qui va avoir pour effet d'éteindre la réponse émotionnelle, mais aussi de déconnecter les fibres qui informent le cortex des émotions, entraînant de cette façon une anesthésie émotionnelle et une anesthésie. Les émotions et les douleurs sont là, elles sont bien présentes, mais elles ne peuvent pas être ressenties, ni intégrées, ni exprimées, ni partagées comme telles. Cela entraîne chez la victime un sentiment d'être déconnecté du monde extérieur, de son corps, de ses émotions, ce qui crée une sensation d'irréalité, de dépersonnalisation, de vide, et d'être un spectateur des événements. La victime se retrouve comme gelée, déconnectée de ses émotions, de ses douleurs, dans l'impossibilité d'y réagir. Cela entraîne une sorte de pseudo-tolérance et empêche d'autant plus la victime de se protéger et d'avoir des réactions de défense adaptées. La victime se retrouve alors comme un pantin, livré totalement à son agresseur, qui peut faire alors complètement ce qu'il veut. L'agresseur a la possibilité d'assurer son contrôle et son emprise, et d'imposer facilement son scénario culpabilisant. C'est ta faute, tu m'as cherché, tu mérites ce que j'ai fait, tu aimes ça, et autres délires. Ou mystificateur, c'est parce que je t'aime, c'est normal, ce n'est pas grave. Il peut même parvenir à lui faire jouer un rôle actif, à la faire participer aux violences, à lui imposer des comportements qui seront ensuite des sources de culpabilisation et de honte pour elle, et qui pourront lui être bien sûr reprochés ensuite. L'agresseur ne sera pas gêné par ses neurones miroirs et par l'empathie automatique qu'il génère face aux émotions d'autrui, puisque la victime, elle, complètement dissociée, ne peut donner aucune émotion à lire, si ce n'est qu'un sentiment de vide et de détachement. Cette dissociation de sauvegarde permet à la victime de survivre, mais elle est dangereuse. La victime reste sans réaction face aux pires violences, tandis que l'agresseur, lui, pourra commettre les pires sévices sans entrave émotionnelle. De plus, cette absence de réaction et ces sentiments d'irréalité aggravent les doutes et les sentiments de culpabilité chez la victime et l'empêchent d'identifier la réalité de celle qu'elle a subie, de dénoncer l'agresseur, de revendiquer ses droits et de reconnaître sa personne comme victime, de se reconnaître comme victime, de se nommer comme victime. Donc c'est très délicat de pouvoir après déposer plainte quand on ne se reconnaît pas comme victime. Et pour vivre aussi comme victime dans cette situation. Ces phénomènes de sidération psychique et de dissociation traumatique servent de prétexte par nombre de proches et de professionnels pour mettre en cause les victimes et considérer qu'elles étaient consentantes, alors qu'il s'agit de symptômes psychotraumatiques qui sont pathologiques de la gravité des violences subies. Au total, soutenu par tous les stéréotypes sur les violences sexuelles et la méconnaissance des phénomènes de sidération et de dissociation, l'agresseur a tout intérêt à invoquer le consentement de la victime pour assurer son impunité, sa totale impunité. C'est bien pratique pour lui. Aussi, céder n'est pas
consentir. De nombreuses contraintes physiques, morales ou économiques peuvent permettre à une personne d'imposer des actes ou des comportements sexuels à une autre personne qui ne les veut pas et qui les subira sans dire mot ni s'opposer. La loi ne définit pas le viol ou l'agression sexuelle par rapport aux actes et paroles de la victime, mais uniquement par rapport aux agissements de l'agresseur. L'infraction, parce qu'en plus on appelle ça une infraction, comme dans le code de la route, l'infraction d'agression sexuelle ou de viol est constituée si l'agresseur a usé de violence, contrainte, qui peut être physique ou morale, menace ou surprise pour atteindre son but, pour mettre la victime dans l'impossibilité de manifester sa réelle volonté et lui imposer, c'est-à-dire l'obliger à faire ou à subir des actes sexuels. Et c'est bien là la lettre de la loi pénale, qui, selon l'article 22 de l'article 222, j'aime pas les articles de loi, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. L'article 222-23, lui, tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit commis sous la personne d'autrui par la violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. On va passer les articles de loi. La loi reconnaît une contrainte morale invalidante et invalidant l'absence de manifestation de non-consentement de la part de la victime ou le consentement lui-même. Si celui est vicié du fait de la vulnérabilité de la victime et de l'emprise qu'exerce l'agresseur sur celle-ci. Aujourd'hui, la loi pénale est claire, peu importe le passé de la victime, l'infraction est constituée exclusivement en fonction des stratégies mises en œuvre par l'agresseur pour atteindre son objectif, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par le lien du mariage. Celui-ci ne peut donc plus se défendre en disant qu'il a légitimement pu croire au consentement de la victime du fait de ces relations. C'est bien le cas quand un homme adulte ose dire qu'un enfant était consentant alors qu'il a tout mis en place pour le manipuler. Quand un homme de 60 ans ose dire qu'une toute jeune fille était consentante alors qu'il a usé de son autorité pour faire pression sur elle, quand un psychiatre ose dire qu'une patiente était consentante lors de ses consultations alors qu'il abuse de ses fonctions et de la vulnérabilité de sa victime qu'il connaît bien, qu'un client, un supérieur hiérarchique, ose dire qu'une employée était consentante alors qu'il profite de sa situation de dépendance professionnelle et financière, quand des hommes osent dire qu'une femme ou une adolescente était consentante à des actes sexuels en réunion dans une cave ou même à terre, quand un homme ose dire que sa femme était consentante après une scène de violence. Le consentement, non seulement ne doit pas être extorqué sous la violence, la menace, la contrainte physique et morale ou la surprise, comme le stipule la loi française, mais doit être donné volontairement comme le résultat de la libre volonté de la personne, évalué dans le contexte des circonstances pertinentes, c'est-à-dire qu'il doit être exprimé clairement, très clairement, et donc provenir uniquement de la volonté d'une personne libre, éclairée et ayant toutes ses compétences intellectuelles, affectives et émotionnelles pour le donner, et toutes les connaissances pour en connaître les applications comme l'exige la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence. Bien. Ces éléments doivent être pris en compte lors des procédures d'enquête et considérés
comme des indices. Une évaluation contextuelle des preuves afin de déterminer au cas par cas si la victime a consenti à l'acte sexuel à la conduite. Une telle évaluation doit tenir compte de toute la série de réactions comportementales à la violence sexuelle et au viol de la victime qu'elle peut adopter et qu'il ne soit pas fondé sur des hypothèses relatives au comportement typique en pareil cas. Il convient également de veiller à ce que les interprétations de la législation relative au viol et les poursuites engagées afin d'engager des procédures dans les affaires de viol ne soient pas inspirées par des stéréotypes et des mythes sexistes concernant les sexualités masculines et féminines. Cela signifie qu'à tout moment, une personne doit être en capacité de pouvoir donner ou retirer son consentement. Alors seront donc considérés comme invalides les consentements à un acte ou à un comportement sexuel d'un enfant, d'une personne handicapée mentale, d'une personne sous l'emprise de toxiques, alcool, drogue, médicaments, d'une personne dans une situation de contrainte, que celle-ci soit physique, par de la violence, des menaces, une contention ou une séquestration morale, dans des situations d'emprise avec des personnes ayant autorité, dans des situations de dépendance liées à l'âge ou à des situations de dépendance, de vulnérabilité ou économique, et des personnes en situation de sidération psychologique ou de dissociation traumatique. Donner accès à son corps, à son intimité, signifie accepter d'être dans une grande vulnérabilité et prendre le risque d'être utilisé et aliéné au cœur même de ce qui doit être le plus protégé et ne subir aucune effraction sous enveloppe corporelle et surtout ses orifices et l'intérieur de son corps. Cela ne se fait pas volontairement sans une grande confiance en la personne à qui l'on confie son corps, et sans la conviction qu'elle n'abusera pas de cette situation et qu'elle respectera à tout moment sa volonté et son intégrité physique et psychique, sans compter les risques d'infections sexuellement transmissibles et pour les femmes et les filles pubères le risque de développer une grossesse. Le respect absolu des droits de la personne est valable dans le cadre de rapports intimes mais également dans le cadre d'actes médicaux, paramédicaux et de soins qui nécessitent l'accès au corps, d'autant plus s'ils sont invasifs avec effraction à des orifices et de son propre enveloppe corporelle. En aucun cas, en dehors d'urgences vitales et extrêmes, donc un médecin ne peut accéder au corps d'un patient sans son consentement explicite et éclairé. Les soins ne doivent pas couvrir des atteintes aux droits des personnes qui les reçoivent. Ils doivent être en accord, strictement encadrés, et les patients ou les ayant droit leur donner une information complète et honnête en regard des connaissances scientifiques et d'en assurer la totale compréhension et de s'assurer qu'ils ont totalement bien compris dès qu'ils sont en âge de comprendre. Les enfants doivent être informés et leurs avis doivent être pris en compte comme l'impose la Convention internationale des droits de l'enfant. Il existe malgré tout des scandales, des touchés vaginaux sur patientes anesthésiées sous prétexte de formation des étudiants en médecine. Alors ça c'est un exemple d'atteinte grave à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de patients. Le consentement est donc encadré par les droits de la personne. Ce n'est pas parce qu'une personne accepte de renoncer à ses droits au bénéfice d'une autre personne que cette dernière peut être dédouanée. Elle reste entièrement responsable du respect de la dignité et de l'intégrité physique et psychique d'autrui. Pour pousser l'exemple à l'extrême,
Ce n'est pas parce qu'une personne accepte d'être mutilée, mis en esclavage, tuée, découpée en morceaux, privée de ses yeux, que quiconque peut en profiter pour la mutiler, l'esclavagiser, la tuer, la découper en morceaux, la priver de ses yeux. Ces actes ne restent pas moins des crimes punis par la loi, et le fait de rétribuer financièrement la personne pour ce faire n'y change rien. Au contraire, le corps est inaliénable et ne peut acheter. Seules quelques exceptions sont tolérées pour des raisons médicales, pour soigner et sauver la vie d'une personne. Les médecins peuvent être amenés à la mutiler, par exemple, amputation de membres, d'organes, etc. Et également pour sauver la vie d'une personne ou de la soigner. Les médecins peuvent, avec son consentement libre et éclairé, prélever sur une autre personne son sang, son rein, à condition que cela ne nuise en aucun cas à la santé physique et psychique de celle-ci, et que cela ne fasse pas l'objet d'une transaction financière, que cela ne se produise pas dans le cadre de domaines moral et de situations d'inégalité de droit. Ces situations sont donc soumises à des règles d'éthique strictes et ne peuvent être justifiées que dans des cas de force majeure, et pour des raisons uniquement de santé. Pardon. Cela exclut toute mutilation sexuelle, génitale et toute atteinte corporelle, qui ne peuvent en aucun cas être justifiées en invoquant tradition, culture, religion, éducation ou sexualité. Dans le cadre, par exemple, de relations sadomasochistes. Cela exclut aussi toute vente d'organes et tout prêt d'organes ou de produits humains rétribués, et non éthiquement et médicalement justifiés. Le recours à la grossesse pour autrui, à l'assistance sexuelle, à la prostitution entre dans le cadre et sont interdites par la loi en France. Encore heureux. Alors, pour revenir plus précisément au thème de cette vidéo, comment pourrait-elle avoir été violée? Elle n'a pas du tout le comportement d'une femme violée, avec ses sourires, son air détaché, ses incohérences. Alors là aussi, la représentation stéréotypée de comment doit être une victime de viol, à la fois effondrée, mais tout en restant très digne et cohérente à la fois, ainsi que la méconnaissance des troubles psychotraumatiques et plus particulièrement la dissociation traumatique, font que souvent les personnes ayant subi des violences, les violences les plus graves et les plus traumatisées, ne sont pas prises au sérieux, ni reconnues, ni protégées. Mais la situation traumatisante, la victime peut paraître indifférente, se comporter normalement en apparence pendant un certain temps, dire que tout va bien, continuer même à être en relation avec l'agresseur, cet état de dissociation et d'anesthésie émotionnelle qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois, et même en années, est particulièrement décrite chez les victimes de violences sexuelles. Alors cela peut parfaitement expliquer que la victime ne peut pas prendre réellement conscience de la gravité des faits, puisqu'elle n'a pas les émotions qui s'y rapportent. La prise de conscience se fait alors ensuite de façon différée, quand la dissociation disparaît ou s'atténue, et cela se fait d'autant plus rapidement que la victime est protégée de l'agresseur et ne la voit plus, et qu'un soutien, une prise en charge et une protection se mettent en place. Le soutien social, la reconnaissance de l'entourage sont des facteurs favorisant une amélioration des symptômes psychotraumatiques. Au moment de la levée de la dissociation, alors qu'elle va mieux, la victime peut s'effondrer émotionnellement. Elle ressent enfin ses émotions, elle les retrouve. Elle réalise pleinement ce qui lui est arrivé. Elle est souvent considérée comme allant beaucoup plus mal et
Et c'est souvent le cas. Et à ces occasions-là, la victime, c'est particulièrement vrai pour les enfants qui sont enfin protégés lors d'un placement, peut enfin révéler les faits. Cette dissociation, cette anesthésie émotionnelle péritraumatique sont des preuves scientifiques de l'importance du traumatisme. Plus une victime est dissociée, plus le trauma est sévère. Et sont le plus souvent très mal interprétés et considérés comme des éléments mettant en cause la parole de la victime ou minimisant l'impact traumatique. Si la victime n'a pas tout de suite parlé, cherché des secours ou porté plainte, si elle a pendant un moment minimisé les faits, si elle est restée avec l'agresseur, ou si elle a continué à être un certain temps en contact avec lui, à répondre au téléphone, tout cela lui sera reproché. Bien sûr, tout cela lui sera reproché, bien qu'elle n'en soit pas coupable. Donc, la dissociation traumatique, comme nous venons de la voir, s'installe chez la victime lors d'un mécanisme de sauvegarde exceptionnel. Ce mécanisme fait non seulement disjoncter le circuit émotionnel, mais également celui de la mémoire, en isolant la structure à l'origine de la réponse émotionnelle et sensorielle, l'amygdale cérébrale. Celle-ci est à la fois isolée du cortex, ce qui entraîne une déconnexion de la victime avec ses perceptions sensorielles et algiques et ses émotions, et de l'hippocampe, structure cérébrale dont la fonction est d'être un système d'exploitation très sophistiqué permettant l'intégration de la mémoire émotionnelle et sensorielle indifférenciée en mémoire autobiographique et le repérage temporo-spatial. Une victime dissociée face à des violences extrêmes va donc se retrouver comme détachée, anesthésiée émotionnellement, comme un peu à l'ouest, avec un sentiment de vide, d'irréalité et de dépersonnalisation, comme si elle était étrangère aux événements. Elle pourra même sourire de façon automatique et discordante, voire même rire déconnecté de son corps qui lui semble un corps étranger, un corps mort, un corps insensible. Une victime dissociée est inexpressive. Or, on suit tous à la mimique d'une personne pour reconnaître sa souffrance émotionnelle et l'intensité de ses douleurs. En effet, les mimiques liées à la souffrance sont universelles et réflexes dès la naissance. Et l'intensité des contractures faciales sont proportionnelles normalement à l'intensité de la douleur morale et physique, ce qui permet d'identifier avec précision le niveau de souffrance d'une personne. Aussi, des proches ou même des professionnels non formés ne comprendront pas cette absence de réaction et d'expression faciale, qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent à voir, et ils n'identifieront donc pas le niveau réel de douleur et de souffrance de la victime. Ils vont donc considérer, puisqu'elle ne semble pas souffrir, au mieux, qu'elle n'a pas besoin d'aide et de réconfort. Et ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Ou pire, elle n'a pas été violée ou agressée. Ou bien qu'elle l'a été, mais qu'elle est trop bête pour se rendre compte de la gravité des violences commises à son encontre. Ça, c'est vraiment quand même se foutre du monde et de ne pas prendre en compte la souffrance humaine. Dans tous les cas, la réalité des violences sera déniée, la compassion et la solidarité seront pas au rendez-vous pour la victime, d'autant plus que les neurones miroirs ne pourront renvoyer qu'une absence d'émotion. Les interlocuteurs de la victime ne se ressentiront pas non plus d'émotion face à elle et seront indifférents, peu concernés. Parfois, la victime est tellement dissociée que cela entraîne chez son interlocuteur un sentiment d'absence et de vide, n'est plus concentré, n'écoute plus et peut même être envahi par une envie incoercible de s'endormir.
Cela permet de comprendre, mais sans l'excuser, pourquoi si peu de victimes sont protégées. Le danger qu'elles courent n'est pas perçu par les personnes qui les entourent, qui se fient plus à ce qu'elles ressentent qu'aux faits et aux situations de danger rapportées. Sur ceci que je vais terminer cette vidéo, mais pas conclure ce thème. Je vous remercie de m'avoir supporté pendant la durée de cette vidéo, qui pourtant est moins longue que les précédentes. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous, une agréable nuit. Pour les autres, vous pouvez regarder demain matin, si vous le voulez. Et portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir à tous et portez-vous pour le mieux. Merci.